Et j'appelle sur scène, si c'est possible, avec moi, pour pas que je me sente trop seul, nos amis Guillaume de Meta et également Quentin de Club Med. Bonjour messieurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour Quentin. Bonjour Thibaut. Ça va bien? Très bien, en pleine forme. Bon. Merci d'être là. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc Guillaume de chez Meta, Quentin de chez Club Med. On va maintenant parler un peu de messaging, parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous. D'abord, on l'utilise en tant que consommateur. Ensuite, on commence à voir de plus en plus de cas, pas forcément en France d'ailleurs. Et puis, c'est un truc qui gravitait là dans un coin, quoi, le messaging. Donc, c'était un endroit aussi où on était relativement épargné, on va se le dire, par la publicité. Et puis, on a dit tout à l'heure en introduction, Guillaume était là en tout cas, il y a des nouveaux canaux, des nouveaux territoires qu'on va explorer en CRM. Alors, je ne sais pas si Meta, on vous invite souvent à parler de CRM, je suis pas complètement sûr, mais tu vas nous en dire un peu plus. Alors, peut-être pour vous présenter tous les deux, Quentin, d'abord, à toi l'honneur. Ça fait quelques bonnes années que tu sévis dans le petit monde du marketing digital. Passé beaucoup de temps chez Club Med, je crois. Et un petit dinosaure du Club Med, puisque ça fait 23 ans maintenant que je suis au Club Med et j'ai passé quelques temps en Asie et en Australie pour cette belle entreprise. Et je suis aujourd'hui directeur général des sujets marketing, digital et technologie pour le groupe. Un grand merci à toi, Quentin, d'être là et de nous apporter du coup une perspective dans le travel. On a beaucoup parlé cet après-midi. Et puis aussi, on va le voir un peu d'Asie parce qu'il y a plein de choses qu'on peut aller apprendre de nos amis asiatiques. Et puis alors, quant à toi, Guillaume, c'est beaucoup de handball, je crois, et puis beaucoup de méta depuis quelques années. Et un peu de Club Med aussi, plutôt côté village, quoi. Ouais, ça On fait, va tout savoir. Ça fait 7 ans que je suis chez Meta et aujourd'hui je suis en charge du business publicitaire dans la grande distrib, la grande conso et le e-commerce. Et en parallèle, je m'occupe aussi de notre petite app verte et donc du développement B2C de WhatsApp. Voilà. Le mot est lâché, on va parler un peu de WhatsApp. Beaucoup de gens dans la salle sont venus pour toi, Guillaume, pour ce que tu représentes, parce que beaucoup de gens ont envie de mettre un peu de WhatsApp dans leur CRM et de mettre du messaging plus globalement dans leur CRM. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais déjà, on peut parler un peu du mobile, qui est un support évidemment incontournable avec de multiples formats qu'on connaît tous. Le SMS, on va en reparler. Qui a des vertus de simplicité, d'efficacité, le RCS, l'email sur mobile, le display sur mobile, le push notif, mobile wallets, chatbots et compagnie. Donc, une multitude finalement de formats sur ce device mobile qu'on pourrait parfois qualifier donc du coup de messaging. Alors pour commencer, peut-être Quentin, est-ce que tu peux nous dire un peu là quel est le sujet chaud du moment chez Club Med en messaging? Vous avez essayé plein de choses, vous en êtes où là? C'est quoi le gros truc du moment? Alors, avant le gros truc du moment, peut-être un petit rappel de ce qu'on a pu expérimenter. On a la chance ou le bénéfice d'avoir une entreprise aujourd'hui clairement internationale. 2/3 de nos clients sont internationaux. Mais on a 300 000 clients en Chine qui a été précurseur dans l'utilisation du messaging avec un autre verre que le verre de WhatsApp. Mais ça fait une dizaine d'années qu'on est en messaging fort en Chine, qui est un réseau social, qui est du messaging, qui est un moteur de réservation. Et donc pour Club Med, typiquement, c'est 1 million de fans, followers. C'est 96% des contacts clients qui passent par WeChat en chat. Il n'y a plus que 4% de conversations téléphoniques chez nous en Chine. Et c'est 73%, j'ai regardé le chiffre ce matin, des ventes directes du Club Med en Chine depuis le début de l'année. 73%. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. C'est la Chine, qui est un pays particulier. On s'attendait, et je m'attendais personnellement, heureusement qu'on fait pas on n'est pas des médiums, puisque je me serais planté à de nombreuses reprises, à voir des all-in apps qui arrivent globalement, progressivement dans le monde avec le paiement, comme WeChat, puisque tous les paiements se font par WeChat. Ce qu'on a pu voir ailleurs, c'est le Brésil, et là avec le verre WhatsApp,
qui est finalement un pays qui ressemble beaucoup à la Chine. C'est un pays émergent qui adopte les nouvelles technologies très facilement et qui utilise WhatsApp pour aller réserver son médecin depuis de nombreuses années. Au Brésil, c'est à peu près la moitié des conversations téléphoniques. Enfin, il y a le même poids entre le téléphone et l'utilisation de WhatsApp au Brésil. Et on attend le paiement sur des paniers moyens importants qui arrivent prochainement. Et le troisième exemple, je pense à mes collègues israéliens pour de nombreuses raisons en ce moment, mais qui ont fait une chose assez folle, ce qui les caractérise énormément, c'est de faire des coups. Pendant le Covid, après les confinements, en fait, ils ont arrêté le téléphone. Parce que les volumes étaient tellement erratiques qu'ils étaient incapables de répondre. Et ils ont tout basculé sur WhatsApp. Donc toute la gestion de la relation client bascule sur WhatsApp. Depuis, ils n'ont pas réouvert les aspects, la ligne téléphonique, ce qui leur permet de qualifier les demandes clients en amont, de poser toutes les questions nécessaires à la construction d'un projet de vacances, et ensuite d'avoir une conversation téléphonique, mais outbound, d'une qualité incroyable, puisqu'en fait, ils ont déjà toutes les informations. Et ils ont amélioré l'efficacité commerciale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par personne, de plus de 30%. Et on a baissé uniquement de 10 points la CSAT, qui est calculée sur les très satisfaits chez nous, qui est passée de 80 à 70. Donc 30% d'efficacité commerciale supplémentaire pour 10 points de très satisfaits en moins, qui reste quand même à 70%. Le choix de l'entreprise a été assez rapide. Pas forcément le choix de la satisfaction, donc d'accord. 70 de très satisfaits, on peut quand même... Voilà. Bon, alors merci Quentin, c'est un exemple éloquent. Guillaume, j'imagine que tu n'as plus grand-chose à dire, hein, parce que si on se met à arrêter le téléphone pour tout basculer chez vous, je ne sais pas si tu veux te donner la peine de répondre à la prochaine question. C'était quel est le premier rôle selon toi du messaging finalement, quelle est votre vision aujourd'hui et à quoi ça sert? Quand on parle de messaging, historiquement, on pense beaucoup au service client, à l'aspect serviciel. Et donc, venir sur une application de messagerie pour un client lorsqu'il a plus ou moins un problème. Les premiers chatbots se sont développés comme ça. D'ailleurs, les premiers ne marchaient pas du tout. On a tous eu des expériences de chatbot absolument nulles. Là, évidemment, avec tout ce qui se passe, avec tous les LLM, que ce soit ChatGPT, Bard, Llama chez nous, on est à peu près certain et on voit déjà qu'il y a une amélioration considérable des expériences conversationnelles automatisées sur les chatbots. Donc le premier point d'entrée, d'ailleurs, très souvent, lorsque nous, on brainstorm avec des clients ou autres sur les multitudes de cas d'usage qu'on peut avoir sur un WhatsApp, assez souvent, le premier qui arrive, c'est le côté serviciel, service client. Mais pas uniquement. On voit là, je vous ai mis un petit parcours client, et tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'expérience en France. Là, je t'en ai mis justement que des françaises, tu vois, bien françaises. Les slides sont en anglais, hein, quand Oui, même. alors les bon, slides sont en anglais. Ça, c'est méta, ça, voilà. on peut rien tu faire. vois, le Père Noël de Bouygues, il est bien français, Carrefour également, Air France et But. Vous l'avez peut-être vu pour certains passer le Père Noël de Bouygues. Alors là, on est très haut de fenêtre, expérience vraiment de découverte, d'entertainment. Je suis désolé parce que du coup, maintenant, à chaque fois que je vais dire un mot en anglais, je vais penser à tout. Il n'y a pas de problème, on est entre nous. Exactement. Où on pouvait, en fait, en tapant un prompt, faire parler le Père Noël et ensuite envoyer cette vidéo à ses amis, à ses enfants, etc. Si on descend un peu plus le funnel, là, on a un vrai cas d'usage que quasiment tous les grands distributeurs alimentaires sont en train de développer. C'est celui de la digitalisation de la promotion et notamment la digitalisation des prospectus. Parce qu'il y a un cadre réglementaire qui évolue, il y a le WePub qui arrive, donc on peut de moins en moins envoyer des prospectus en boîte aux lettres. Avec les coûts de transport, les coûts d'énergie, etc., ça coûte de toute façon de plus en plus cher. Et les usages maintenant se développent, et donc les consommateurs sont de plus en plus prêts à recevoir des communications promotionnelles sur WhatsApp, moyennant bien évidemment un consentement préalable. Je suis entouré de gens experts du CRM bien plus que moi, donc vous connaissez ces sujets, donc très utilisés dans la digitalisation de la promotion. Quentin en a parlé juste après, il n'y a pas d'exemple en France parce que justement le paiement natif n'existe pas encore en France, il existe pour l'instant en Inde. On espère pouvoir l'amener rapidement au Brésil, qui est un pays ultra prioritaire pour nous, et à terme
potentiellement dans tous les pays du monde. Et service client, vous voyez là un exemple d'Air France ou autre. Donc aujourd'hui, tous les cas d'usage existent. On est parti du serviciel pour ensuite remonter. Et d'ailleurs, quand on travaille vraiment sur des cas clients, on leur dit commencez par un premier cas d'usage en test, mais pensez bien à l'expérience finale et globale que vous voulez pouvoir donner. Et demain, l'expérience complète, en fait, elle doit permettre de faire absolument tout le parcours consommateur. Donc depuis le serviciel jusqu'au paiement, quoi. Voilà, alors effectivement, on va voir de notre côté sur Optical Center, un des clients de Numberly, un très joli cas aussi d'utilisation de WhatsApp avec une campagne de replenishment. Donc quelqu'un qui aurait acheté des lentilles de contact sur le site d'Optical et qui du coup serait contacté dans le cadre du programme CRM sur WhatsApp pour pouvoir effectivement renouveler son achat. On est dans quelque chose de très relationnel avec un taux d'ouverture qu'on mesure qui est immense, évidemment, tout près de 90%. On a aussi un cas qu'on connaît très bien, qui est celui de l'inscription au e-catalogue Carrefour par WhatsApp. Donc tu en parlais, c'est un peu la même chose, mais en français. Avec un message du coup, et puis ici la possibilité de choisir son magasin favori en saisissant le code postal et du coup en récupérant les magasins les plus proches. Ensuite on peut interagir avec son magasin et accéder au catalogue. Voilà, donc on le voit, une créativité finalement dans les campagnes WhatsApp qui vont, un peu comme on disait en introduction, augmenter complètement le rôle du CRM. Alors Quentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les cas WhatsApp chez Club ? Si je sors des cas emblématiques, Chine et Brésil, qui sont vraiment des pays entre guillemets atypiques dans le monde d'aujourd'hui, le messaging nous intéresse particulièrement puisque on a la chance de vendre une expérience, un besoin de première nécessité qui est de prendre des vacances dans l'année, qui est un des moments les plus précieux que les gens attendent, surtout dans un monde oppressant comme nous avons aujourd'hui. La contrepartie, c'est que c'est un achat très engageant et donc complexe et donc long, avec de multiples points de contact. Donc, je vous ai mis ici le résumé de notre parcours client allégé, pour ne pas dévoiler tous nos secrets, mais c'est le parcours client Club Med Monde depuis le début d'année. Donc vous voyez que pour les parcours omnicanaux, donc à plus de 2 contacts, on est sur 87 jours en moyenne, ce qui est très long, c'est-à-dire qu'on a 87 jours potentiels de perte d'un parcours gagnant. Le parcours en un clic d'Amazon est quand même, entre guillemets, un peu plus simple à contrôler. C'est 53% d'activation de téléphone, c'est 61% d'humains. Et ça, ce n'est que le parcours préparatoire d'achat. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on a acheté, quand on part en vacances, on a énormément de questions qui vont des choses à apporter, des questions sur le mini Club Med, comment vont s'occuper les géos de vos enfants, etc. Et donc nous, le messaging a cet objectif clé qui est de concentrer finalement l'ensemble des demandes clients dans un compagnon de voyage pour qu'ils puissent au même endroit retrouver l'ensemble de ces questions, l'ensemble des réponses et interagir par le même contact. Là où aujourd'hui on appelle, on envoie un mail, on reçoit un appel, on envoie un WhatsApp. Donc il faut qu'on concentre davantage. Et pour cela, on a étudié notamment la slide d'après, je crois, qui sont les catégories d'appels et les catégories de chat, qui sont très nombreuses. On a une centaine avec des études sémantiques d'intelligence artificielle. On a arrêté de faire remplir par nos équipes les catégories manuellement, puisque c'était moyennement complété. Et donc, on utilise finalement l'ensemble de ces catégories pour s'assurer que les réponses des LLM y répondent bien. Et nous, on a choisi Claude, non pas Monet, mais Claude d'Anthropique, qui est le modèle de fondation que nous avons choisi, pour s'assurer et pour tester l'ensemble des réponses aux questions que se posent les clients dans l'ensemble de ces catégories. C'est encore en cours. On a d'abord testé l'outil en interne par nos commerciaux,
avant de le diffuser à nos clients, parce qu'on voulait quand même s'assurer que les réponses étaient bonnes. Donc on est encore en cours pas de fine-tuning, parce qu'on n'a pas les moyens de fine-tuner le modèle, mais de s'assurer que les réponses sont bonnes, d'enrichir les informations manquantes. Et puis on se lancera sur un copilote client dans les prochaines semaines. D'accord, donc vous avez choisi du coup un LLM pour pouvoir gérer l'ensemble de ces réponses. Vous avez codifié finalement avec Claude une vingtaine d'intents, donc de catégories finalement de messages. Et vous êtes sur le point de le lancer dans quel pays d'abord? Enfin, vous allez le faire comment exactement? On fera d'abord le Brésil, puisque c'est des volumes, et qu'ils ont l'habitude, comme la Chine, d'avoir ces nouvelles technologies et de les adopter extrêmement rapidement. On a encore des doutes sur le taux d'adoption en France de ce type de mécanisme, même si on travaille avec la même start-up qui a lancé ces derniers jours le bot de l'assurance maladie, Amélie, bot d'Allobrain. Mais on va suivre ça de près. Moi, j'estime que sur Q1 2024, on le lancera en France. Génial. Bah, c'est quand même une grosse étape. Alors, quel serait aujourd'hui, selon toi, Quentin, le principal challenge que tu vois sur le sujet du messaging? Alors, je crois que j'ai besoin de prendre des cours avec Pauline sur la mesure. Ça, c'est cher, hein, ça, je te préviens. On peut en discuter. Ce qui est compliqué, c'est que c'est ce qu'on vit tous, la réconciliation des parcours. Donc, sur les parcours réconciliables, on arrive à estimer un additionnel, un incrémental de WhatsApp. Mais on est quand même sur des volumétries qui sont certes significatives, mais pas représentatives. Donc ça, c'est le premier point de douleur encore à date. Le deuxième étant sur le fait que WhatsApp sans LLM est consommateur de masse salariale de façon importante, notamment dans les marchés où le message ne vient pas remplacer un appel. Et nous, c'est ce qu'on voit quand même sur les marchés européens, c'est que l'instauration de WhatsApp n'a pas forcément fait diminuer les appels, a rajouté aussi des points de contact, ce qui fait que d'un point de vue PNL, bon, on a tous un enjeu de rentabilité à la fin d'année. On a tous envie de multiplier les contacts pour faire plaisir à nos clients qui ont envie d'avoir l'usage. Et donc là, le LLM est pour nous une formidable opportunité de le mettre en place avec des coûts, puisque en termes d'OPEX, on est quand même sur des coûts importants, mais moindres que les enjeux de masse salariale. Bien, alors justement, Pauline a travaillé sur ce type de protocole pour pouvoir répondre par anticipation à ton pain point, Quentin, en l'appliquant à un sujet qui est peut-être un peu plus simple en apparence, qui est celui, mais au fond c'est un peu ça serait un peu la même logique, c'est celle de regarder l'impact d'une surpression SMS et de regarder finalement en comparant deux types de traitements. On est comme dans un laboratoire, on a un groupe gris là, foncé qui va être traité avec 2 emails et puis un groupe bleu qui va être traité avec un email et un SMS. Et ce que vous voyez on top, au-delà de l'impact d'un indice 100 qui est provoqué par le premier traitement de 2 emails, c'est le surcroît d'impact lié à la substitution par un email finalement d'un SMS à la place d'un email. Et donc ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'impact comparé finalement de ces 2 traitements. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde cet impact-là sur un gros client plutôt que sur un petit client? Là, on voit qu'on a un surcroît d'incrément de performance, on pourrait dire, sur les petits clients qui sont donc encore plus sensibles finalement que les gros clients à la substitution d'un email par un SMS. Et puis de même sur la sensibilité, la réactivité aux emails, on voit que les gens pour lesquels on mesure une réactivité aux emails avérée, ça on sait bien le faire, eh bien, ou sur les non réactifs en l'occurrence, donc ceux qui sont un peu assoupis,
on voit que on arrive évidemment à les réveiller davantage et à provoquer davantage de chiffre d'affaires. Là, on le traque directement avec un traitement qui combine habilement email et SMS. Donc l'expérimentation qu'on aurait envie de faire ici, évidemment, serait de regarder comment est-ce qu'on peut essayer de traiter un peu différemment de groupes, ou si on ne peut pas, de redresser avec les méthodes qu'on a vues précédemment, les groupes traités différemment, parce que c'est une question, on le sent bien, qui va être fondamentale, avec un enjeu de coût, tu l'as dit très bien Quentin, mais aussi un enjeu, bien sûr, on peut l'imaginer, de chiffre d'affaires, voire de NPS ou de satisfaction, comme tu le disais. Vous êtes prêt à faire des compromis sur la satisfaction si vous avez de la performance. C'est compréhensible, mais ça se mesure et l'expérimentation est là pour ça. Voilà, donc ça c'est un exemple qu'on trouve intéressant. Je ne sais pas si tu veux commenter ça, Guillaume, peut-être sur la mesure. C'est une question qu'on doit te poser relativement souvent. Le sujet de la mesure, c'est en effet un vrai sujet. Après, la façon dont vous utilisez WhatsApp chez Club Med est assez particulière, dans le sens où c'est sur des processus longs, en avant-vente. Nous, on a souvent aussi des personnes qui l'utilisent, enfin des entreprises qui l'utilisent en service client, on va dire un peu plus classique. J'ai un problème sur mon produit, j'ai pas reçu mon produit, je veux décaler mon créneau de livraison, etc. Et tout. Et là, bien évidemment, que les sujets d'automatisation, sans même parler de LLM complexes ou autres, peuvent venir amener énormément de points de productivité. Et donc, sur vraiment cette brique du service client, les KPI sont assez clairs et assez faciles à mesurer. Temps de résolution d'un problème, pourcentage de problèmes résolus 100% de manière automatique avec un IA, sur combien on a dû transférer sur un agent humain, et au final, pour être un peu mal poli, combien ça m'a fait économiser de coûts sur mon service client. Et on peut également mesurer de la satisfaction, du NPS, en sondant des utilisateurs, et on le voit beaucoup dans la grande distribution, notamment, ça marche bien. Lorsqu'on est sur justement des logiques plus de vente, marketing, là on se heurte en effet à un peu plus de complexité. Et souvent, nous, les annonceurs qui utilisent aussi massivement Facebook et Instagram, nous disent sur WhatsApp, on peut mesurer beaucoup moins. Oui, il y a une législation, il y a le RGPD, il y a e-privacy, etc. et tout, et qui fait que ça crée quelques petits murs entre WhatsApp et les autres applications qu'il n'y a pas au sein de l'écosystème natif Facebook et Instagram. Donc oui, aujourd'hui, on peut clairement moins mesurer et moins voir de KPI ou autres que sur les campagnes classiques Facebook et Instagram. Pour autant, comme tu le dis, tous les sujets d'A/B testing ou autres sur des populations homogènes, on peut faire les mêmes choses qu'on fait sur l'email et sur le SMS, moyennant, en effet, comme tu le dis, un volume assez significatif pour derrière pouvoir exploiter ces résultats. Et enfin, dernier point, il y a encore aussi beaucoup d'annonceurs. Typiquement, si je reviens sur le sujet de la digitalisation du prospectus, on n'en est pas encore à un niveau de maturité, à un niveau de volume où ce qu'on va regarder derrière, c'est l'impact sur les ventes. On en est encore à regarder les KPI classiques médias, taux d'ouverture, temps passé sur le catalogue, parce que c'est ce qui faisait foi autrefois sur le papier et autres. Économie d'empreinte carbone, peut-être ? Vous commencez ? Alors là, on rentrerait dans un débat assez complexe ou autre, entre impact du numérique, impact du papier, filière recyclable du papier, bref. On te garde la question pour un peu plus tard. Quentin, les perspectives offertes par le messaging, selon toi, c'est quoi ? Je crois que tu nous as préparé quelques petites choses. Je vous ai fait une petite vidéo. Alors, on est agnostique, donc je n'ai pas utilisé ni WhatsApp ni ses concurrents. C'est ce qu'on pourrait imaginer dans les 2 prochaines années, c'est-à-dire une fenêtre de chat ou WhatsApp ou autre, mais qu'on aille jusqu'à la vente. Et moi, je pense, ma conviction, en tout cas, je peux me tromper bien évidemment, c'est qu'on va passer de conversation, de questions-réponses à de l'action et des réservations toutes faites et avec l'intelligence artificielle. Donc là, la vidéo que vous voyez, ce serait un bot qui finirait par vous demander de poser une option, puisque finalement, c'est plus simple que de répondre à des questions. Dans le monde informatique, envoyer des lignes de code pour faire des actions dans un système, c'est finalement assez simple. Ce qui est difficile, c'est d'aller chercher la réponse la plus fine à une question posée.
Et moi, j'estime que ça deviendra un moteur de réservation au même titre qu'un site web a son moteur de réservation. Ça prendra sûrement des parts de marché sur le web, peut-être sur de la téléphonie, mais que ça n'enlèvera rien. Comme le passé nous a appris que toute nouvelle technologie ne remplaçait jamais une ancienne. Et donc on ajoute un nouveau canal de réservation pour certaines personnes qui n'auraient pas envie de suivre le process établi qu'on lui propose dans un site web par exemple. Là où d'autres personnes aiment bien suivre ce process parce que ça les rassure, ça les guide, mais qu'on aura voilà, des personnalités qui aimeront échanger rapidement sur leur canapé et avoir dans les 4 minutes un devis tout fait, et puis poser une option, et puis payer, et puis passer à autre chose. Ça, c'est ta conviction profonde, finalement, un peu comme qu'on aura une sorte de segmentation par l'usage, par les préférences, avec différents types de moteurs de shopping. Intéressant. Guillaume, c'est ta vision des choses également? Alors, tu as la vision de Meta ou la vision de Guillaume? Ah bah, je veux bien la tienne, et puis celle de Non, parce Meta, que on la connaît un peu. Meta, on se garde bien de donner trop de vision ou autre, mais oui, enfin, quand on voit honnêtement la puissance des LLM, chaque version, premier ChatGPT 3.5, là il y a 4 qui arrivent, nous pareil, on vient de release, c'est assez incroyable et c'est assez exponentiel. Donc évidemment qu'on va arriver, et ensuite l'horizon de temps et dans quelle géographie, etc. Ça on peut se poser un peu plus de questions, mais évidemment qu'on va arriver là-dedans. Nous, je suis très content que ça se passe aujourd'hui, parce qu'à 3 semaines près, je ne pouvais pas vous montrer ça. C'est ce qui a été présenté par Mark Zuckerberg lors de notre grande conférence Tech Connect. C'est Meta AI. Donc, c'est un agent, on va dire, généraliste. Je vous montrerai juste après, c'est un peu plus différent. Donc, on va pouvoir demain converser avec un agent généraliste. Alors là, on lui demande quelque chose d'assez basique, c'est où est-ce que la vidéo est passée, où est-ce qu'on peut manger les meilleurs The Benedict à San Francisco. Il nous donne 5 réponses. Bon, il va plus ou moins taper dans le web. Mais au sein d'une conversation, on pourra générer également directement des images via des prompts. Et donc ça va venir aussi complètement enrichir à la fois peut-être les relations B2C, mais nos relations C2C directes. On vient de release aussi aux États-Unis la création de stickers. Moi, je suis peut-être un petit peu trop vieux pour ça. J'utilise pas énormément de stickers, mais j'ai des conversations où il y a plus de stickers que de lettres. Et donc j'en ai un peu marre de voir le chat qui se met le truc sur les yeux, etc. Bah, demain, je pourrais écrire « Je veux voir un chat sur un poney avec une casquette » et ça me créera un chat avec un poney avec une casquette. Hyper utile, Quentin, pour le Club Med, ça. Ouais. Je l'avais pas, celle-là. Voilà, donc ça, c'est développé aux États-Unis, c'est déjà release aux États-Unis sur WhatsApp, on espère bientôt en France. Et le dernier exemple aussi, c'est au sein, par exemple, d'une conversation entre amis ou autre, de pouvoir activer Meta AI, donc au même titre que vous pouvez aujourd'hui taguer quelqu'un dans une conversation. Vous activez Meta AI, vous êtes à 10, vous ne savez pas où aller dîner, bah vous lui demandez où dîner dans le 2e à Paris, et pareil, ça va vous faire des recommandations. Donc là, on est plutôt sur des usages qui vont venir alimenter le B2C, mais presque encore plus en fait pour nos usages personnels. Donc là, on a un peu Mark Zuckerberg qui est disponible au milieu de notre conversation familiale pour nous trouver en permanence Il s'appelle Meta AI. Si tu AI, veux penser qu'il y a Marc derrière, voilà. libre à toi. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui. Et tu vois tout à l'heure qu'on a personnifié un peu des agents sectoriels. Et on terminera tout à l'heure par ça. Si on va sur le slide d'après, sur les usages beaucoup plus B2C, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en Inde avec un e-commerçant, donc avec l'équivalent d'un Amazon, Cdiscount ou autre ici, c'est de proposer une expérience vraiment de bout en bout qui va donc là, voilà, ça a été un petit peu vite. En gros, vous constituez votre panier, vous êtes uniquement dans WhatsApp. On peut embarquer autant d'unités de besoin qu'on veut. Là, c'est un catalogue avec plusieurs dizaines de milliers de produits. Derrière, on peut payer, renseigner son adresse de livraison qui derrière est préenregistrée. Donc, on se rapproche du one-click. Oui, c'est bien mon adresse de livraison. Oui, c'est bien mon bon moyen de paiement. On envoie un code de sécurité. La commande est placée. C'est plus ou moins ce qu'on peut faire sur une app. À part que là, au sein de WhatsApp, on pourra à terme acheter chez n'importe quel marchand. Et surtout, on a ouvert un canal de conversation. Donc si derrière, je suis plus dispo mardi à 9h parce que j'ai été convoqué chez Numberly et que je dois attendre 11h pour ma livraison, j'ai ma conversation qui est ouverte et directement sur WhatsApp, je dis 9h, pas possible, faites-moi 11h. Ou alors post-livraison,
il me manque, je crois que tout à l'heure il y avait de la coriandre dans le truc, et ben en fait le livreur a oublié la coriandre. J'ai dit, mon coco, il manquait la coriandre, donc soit tu me la ramènes, soit tu me rembourses mes 2 euros. Et donc en fait, on a d'ores et déjà, enfin cet acte d'achat génère derrière en fait une conversation qui pour le marchand est super, évidemment super puissante. Top. Merci beaucoup, Guillaume. Quentin, comment on va concilier l'IA dont tu nous parles et la privacy? On a compris que ce n'était pas forcément la passion de Meta, mais comment vous traitez ça finalement? Je te sens taquin avec Guillaume. Oui, mais c'est de bonne guerre. Du coup, j'échappe aux taquineries, a priori. Alors, dès le démarrage de nos projets sur l'IA, et notamment de l'IA générative, on a mis en place 2 principes directeurs avec mes équipes. Le premier a été de renforcer et de transitionner vers le cloud souverain, puisqu'on va récolter de plus en plus d'informations, puisqu'on peut imaginer que toutes les discussions qui vont se réaliser parmi WhatsApp et autres en LLM vont être injectées dans les data factories demain. Donc on a pour cela signé un protocole d'accord avec Sens, Sens étant la joint venture entre Google et Thales, qui nous permet de localiser à 100% nos données en Europe et en France si on le souhaitait, mais il n'y a aucune obligation à ce que ce soit en France aujourd'hui, et avec des contrôles locaux organisés par Thales en France. Ce qui veut dire que ce que réclament la CNIL et la RGPD depuis quelques années, même si un Privacy Act a été signé l'année dernière, on ne sait pas si ça va durer, aujourd'hui, Google US ne pourra, enfin aujourd'hui et fin d'année, ne pourra pas accéder aux données sensibles Club Med, puisque le contrôle sera activé par Thales. Ça, c'est la première décision qu'on a prise. La deuxième a été de créer et de lancer un comité d'éthique de l'IA et de l'IA générative pour s'assurer qu'on avait une utilisation vertueuse de cette technologie, qu'on avait suffisamment de connaissances aussi, puisque c'est une technologie qui est quand même extrêmement complexe. Et pour cela, on a intégré dans notre comité d'éthique le professeur Ganassia, qui est professeur à la Sorbonne Université, qui est spécialiste de l'IA depuis une vingtaine d'années, qui est d'ailleurs président du comité éthique de Pôle emploi sur l'IA, pour nous assurer qu'on ne fasse pas de bêtises, inconsciemment ou consciemment. Et il y en a beaucoup. Je vais en prendre une bête, puisqu'on ne l'aurait jamais fait. Mais on pourrait tromper nos clients sur la création de photos. Moi, j'ai été à San Francisco fin août. Ouais. J'ai rencontré quelques startups. J'ai créé une image fake d'un village Club Med, de plage Club Med, avec tout ce que je pouvais lui demander. C'était parfait, franchement. Donc on peut tomber, ça on l'aurait jamais fait, mais on peut quand même avoir des dérives importantes avec l'IA et l'IA générative. Et donc il me paraît important pour toutes les entreprises responsables de se lancer là-dedans. Super. Merci. Au-delà du messaging, finalement, le messaging ne peut pas toujours répondre finalement à l'ensemble des problématiques et à tous les enjeux de la relation client. Hein. On est dans cet après-midi dédié au CRM au sens large ou à la relation client. Est-ce que vous avez d'autres dispositifs que vous mettez en place, Quentin, pour couvrir tous les besoins clients ? Effectivement, on parle beaucoup là de numérique, de digitalisation, d'automatisation. On est une entreprise qui est basée sur l'humain. Club Med n'existerait pas sans humain. Notre seul produit est fait par des humains, la relation, la considération client. On a, il y a quelques années maintenant, décidé de basculer de nombreuses agences Club Med sur rue en appartements-boutiques afin de multiplier la surface par 3. Donc on est passé de boutiques de 60-70 mètres carrés, qui n'avaient franchement plus beaucoup d'avantages pour nous, puisque peu de trafic, une visibilité sur rue qui devient quand même de moins en moins intéressante, et organiser une vente qui soit un cérémonial et finalement recevoir nos clients comme à la maison. Et je vous encourage à aller les visiter. On en a un qui est au-dessus de la grande épicerie ou sur les Champs-Élysées. Vous êtes reçu dans un canapé et il y a une cuisine avec un café, un croissant pour co-construire finalement votre projet de vacances sans écran, juste en discussion,
Et puis après, ils se finalisent avec un poste de vente. Et nous, on croit beaucoup à l'humain, à nos designers d'expérience de voyage qui sont là pour aider nos clients à construire leur projet de vacances. Ça ne va pas en opposition avec ce qu'on a vu précédemment, puisqu'en fait, on a aujourd'hui... Moi, je suis rentré au Club Med par le CRM. Donc, le CRM, ça fait très longtemps que j'en fais. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on parle d'individualisation ? Ce qui est absolument impossible à faire. Hein. On en a tous parlé, on en a tous rêvé. Parfois, on l'a mis dans nos présentations pour dire qu'on faisait les choses bien. On a fait de la perso, de la segmentation. Il n'y a pas de technologie qui permette de faire de l'individualisation. Aujourd'hui, on commence à percevoir finalement des outils qui vont nous permettre d'individualiser par la technologie et puis par nous, nos appartements boutiques, pour certaines personnes qui ont besoin d'être choyées, qui ont besoin d'être considérées comme des individus uniques, d'être reçus, un peu comme l'immobilier a fait aussi en allant directement chez la personne. Donc on croit à la multiplicité des canaux pour répondre à chaque individu, ce qui rend complexe notre métier, mais qui le rend extrêmement intéressant. Bien sûr. Au fond, oui, pour répondre à l'hétérogénéité des clients, on y revient toujours, cette pluralité de canaux. Alors Guillaume, on a parlé au début de WeChat un peu. Est-ce que WhatsApp, un jour, ce sera un all-in-one app quelle est ta vision et puis celle de Marc, si tu veux, là-dessus? Non, ce qui est sûr, c'est que WhatsApp, c'est déjà une app qui a déjà pas mal évolué. Si on regarde même alors, parfois on a tendance à oublier un petit peu, mais déjà les fonctionnalités, maintenant on peut envoyer de la photo en HD, on peut faire des sondages avec ses amis, on peut modifier des messages qu'on a déjà envoyés. Demain, je vous ai dit, déjà aux États-Unis, qu'on pourrait créer ses propres stickers en tapant juste un prompt. On vient de lancer WhatsApp Channel, les chaînes, donc une communication descendante, espèce de newsletters un petit peu, etc. Vous avez vu également ce qui vient de se passer, ce que je vous ai montré juste avant, avec demain la possibilité d'avoir des expériences d'achat complètes. Donc ça va continuer à évoluer. Est-ce qu'on ira jusqu'à un WeChat ? C'est à peu près sûr que non, pour une bonne et simple raison, c'est que le législateur chinois est tout petit peu différent de nos nombreux législateurs européens et américains et autres. Chez WeChat, en Chine, son profil WeChat, c'est comme une carte d'identité, ça vaut carte d'identité ou autre. Évidemment qu'en France ou en Europe, on n'en sera jamais là. Donc WhatsApp va continuer à évoluer, on le voit bien, autant en C2C qu'en B2C. Et puis il va y avoir petit à petit des passerelles. La deuxième chose qu'on a annoncé à Connect, c'est le lancement du coup d'agents, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas sectoriel. Donc vous avez Max, super sous-chef, notre CBS à nous. On a Becca, donc, qui est fan d'animaux et de chiens. On a Lorena, notre travel experte. Et on a un coach de MMA aussi que je m'empresserai de consulter dès qu'il est dispo pour régler notre petit différend. Et du coup, là, vous avez ça dans le sang chez il y en a 28, il y a de tout. Ça vous obsède, MMA. Exactement. Voilà. Et donc, pour le coup, alors ça, moi, je les ai déjà testés en alpha. Honnêtement, ça marche très, très bien. C'est très bien entraîné. On peut demander à Max, il me reste 3 concombres, un bout de moutarde et 2 tomates. Qu'est-ce que je peux faire avec ? Il nous sort un truc qui tient la route. Et donc voilà, on va venir en fait demain. Moi, je suis assez persuadé qu'il y aura 3 types de conversations sur WhatsApp. Celles qu'on a d'ores et déjà entre amis, entre collègues, en famille, en groupe ou autre, avec de plus en plus de fonctionnalités qui vont rendre ça, entre guillemets, de plus en plus sympa. Les usages B2C qui vont se développer de plus en plus. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand tu disais c'est quoi un petit peu les challenges, il y a évidemment celui de la mesure. Pour moi, il y en a un qui est important aussi, c'est comment on trouve une entreprise sur WhatsApp, celui du point d'entrée. Aujourd'hui, c'est des boutons sur les sites, sur les apps, c'est des QR codes en magasin ou sur des packagings, c'est éventuellement des liens dans des newsletters. Il manque un truc qui peut paraître bête à manger du foin. Moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est pas développé. On l'a développé dans tout le Brésil. C'est juste qu'on appelle nous le directory ou le search, enfin les bonnes vieilles pages jaunes, quoi. Le fait de pouvoir taper en haut de Carrefour, au même titre que je tape et que je trouve quelqu'un qui est dans ma liste de contacts, de pouvoir trouver Club Med France ou Club Med Brésil ou autre. Le jour où on aura ça dans les régions comme l'Europe,
Je suis assez persuadé que les usages et donc les entrants, les flux entrants seront beaucoup plus forts. Donc on aura ça qui va évoluer avec le paiement natif, avec l'embarquement des catalogues pour les retailers, les e-commerçants, etc. Et tout. Et puis on aura une espèce de troisième type de conversation qui sera une conversation, je ne sais pas comment on l'appellera, agentielle ou autre, donc avec des intelligences artificielles, mais sur des sujets précis. Le chef, le truc, etc. Aujourd'hui, il y en a 28 et il y en aura sûrement à terme beaucoup plus. Magnifique. Bon, un grand merci, sans rancune, Guillaume. Vraiment, merci. C'était évidemment passionnant de vous avoir tous les deux avec vos perspectives différentes. Je laisse tout de suite la place aux meilleurs, au pluriel, Isolis et Pierre Vol.